Donc moi, je vais faire une intervention qui va être un peu décalée sans doute par certains côtés, parce que je suis surtout là par le fait que je travaille sur un projet de science citoyenne et de plateforme pour la science citoyenne au niveau européen. Et donc il y a des aspects peut-être un peu techniques que je vais présenter, mais je voudrais quand même présenter ces dimensions-là, parce qu'elles sont assez opérationnelles et que quand on rentre dans l'obligation d'avoir des choses qui fonctionnent, on est obligé à ce moment-là de définir un peu mieux les choses, et donc on revient sur toutes les discussions qu'on vient d'avoir aussi sur ces passionnantes présentations qui ont eu lieu auparavant. Donc je vais aller très très vite puisque ça a été présenté par les deux présentateurs précédents. Nous sommes appuyés, nous, pour travailler sur la science citoyenne, sur les échelles et les travaux qu'avait fait Mickey Hackley, plus tôt, mais on pourra en avoir d'autres. Il y en avait qui correspondaient, notamment dans ce type de livre, par exemple, et qui sont liés à des questions géographiques et environnementales, puisque ce sont surtout ces sujets, où il définit justement, à partir de définitions qui ont été partagées d'ailleurs, ce que c'est qu'un scientifique citoyen ou un citoyen scientifique, on ne sait plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les deux aspects. Et ça change beaucoup de choses. Notre question va être justement, ça a été évoqué dans une des discussions, la réciprocité des points de vue. Et comment est-ce qu'on est capable de prendre en compte cette réciprocité dans le processus même de coopération et dans une science qui, du coup, serait ce que Hackley, je vais passer là-dessus, appelle, lui, l'extrême, la citizen science extrême. Ce qui est un peu beaucoup quand même, il vaut mieux éviter d'employer ce genre de terme, bon, c'est très suspect maintenant, et donc, non, mais donc certains autres ont employé des termes beaucoup plus corrects, comme co-construction, bon voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt soft, mais ça veut dire effectivement que dans cette science-là, dans cette citizen science-là, dans cette science citoyenne, eh bien effectivement, les citoyens contribuent à la définition du problème, à la collecte des données et à leur analyse, ce qui différencie tout cela de ce qu'on a vu en crowdsourcing. Tous les autres ont présenté des échelles à peu près équivalentes à l'intelligence distribuée et à la science participative. Peut-être que justement il y a des nuances qu'il faudrait apporter. Mais on se situe, nous, dans le projet européen que nous avons développé, dans la plateforme que nous mettons en place au niveau européen, nous situons plutôt dans cette exigence d'une science citoyenne de co-construction, si l'on veut. Bon, je passe sur les définitions autrement. Alors, pour comprendre pourquoi cet élément-là n'est pas seulement une affaire de classification dans une hiérarchie de degrés de participation, etc., parce qu'on pourrait le présenter comme cela, en réalité, il me semble qu'on doit faire un petit pas de côté, ou je ne sais pas comment, ou en arrière plutôt, pour dire d'où est-ce que l'on vient et en quoi ce que nous faisons, là, les uns et les autres, tous ceux qui sont intéressés par établir ce que c'est qu'une science participative et une science citoyenne, qu'est-ce qui, en réalité, constitue un changement d'époque et peut-être un changement de paradigme, mais c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'employer ces termes-là forcément. Et surtout, on a publié, donc ça c'est des choses qui sont accessibles, le projet dans lequel on travaille, c'est qui s'appelle Coeso. Donc vous pouvez accéder à tout ce qui est publié, y compris sur Twitter si vous voulez. Mais il y a plus que Twitter, vous savez, dans la vie. Et il y a des documents un peu plus longs qui sont en l'occurrence un rapport qu'on a fait qui s'appelle Science and Society Interact, A Short History of Convention. Donc c'est effectivement le mot-clé qu'on va utiliser, ce terme de convention, et là je le résume en quelques mots, ce que Hackley lui représentait en disant, ben voilà, on est passé d'une époque où on avait le citoyen qui était un gentleman qui faisait un peu l'amateur de sciences éclairées très limité, puis le fait que les citoyens étaient en réalité complètement écartés puisqu'on avait ces labos d'experts bien spécialisés dans le cadre d'une science qui se constituait comme autonome par rapport à la société, j'allais dire, et puis maintenant on a une science qui réouvre ses laboratoires aux citoyens. Alors cette vision un peu linéaire comme cela, moi je la réviserai un petit peu à la lumière de Chapin et Schaeffer sur leur histoire justement de la pompe à air, avec l'histoire de Boyle, quand justement pour montrer comment il y a ce moment au XVIIe siècle où se constitue l'idée qu'il y a d'abord la possibilité de faire discuter, il y avait des arènes de discussion qui étaient plus ouvertes
qu'à une époque, effectivement, ce qui n'est pas loin de ce que disait Huxley, mais c'est effectivement une époque où, dans la Royal Society, eh bien, on invitait du public à discuter, à faire des démonstrations sur la pompe à air pour montrer comment on pouvait faire du vide et à ce moment-là, commencer à discuter la question de l'air, etc. Toutes les théories qui vont mener jusqu'à Lavoisier par la suite. Donc tous ces éléments-là, ils étaient déjà, la science en train de se faire, se faisait aussi en public, mais dans une toute petite communauté. Donc on n'avait pas cette idée de laboratoire. Donc ce que montrent Chapin et Schaeffer, c'est qu'après cela, on va commencer, et donc il y avait un enjeu politique là, de ce statut de cette science qui était quasi participative si on veut, mais enfin, vous voyez un peu le limite de la participation. Et puis ensuite, on passe à quelque chose où on va avoir ce qu'on a appelé dans toute la Science and Technology Studies, le fait qu'on est passé à des laboratoires confinés. Donc on a ce mouvement historique là qui a duré jusqu'aux années, jusqu'au XXe siècle, effectivement, de ce confinement des laboratoires pour assurer à la fois une validation des énoncés d'un certain type, une démonstration et une expérimentation équipée, ça veut dire qu'il y a vraiment des équipements de plus en plus lourds, et à partir de ce moment-là, une façon de se sortir du monde, et de l'ensemble de ces de phénomènes qui sont bien entendu toujours trop complexes pour être traités, et pour pouvoir les traiter, il faut les analyser, donc les découper, et donc les sortir dans du laboratoire. Donc la robustesse de ces énoncés scientifiques, c'est payé du prix de cette coupure technique, empirique, dans les labos, etc., mais aussi politique, avec une communauté de citoyens qui était certes très restreinte à l'époque, mais qui, du coup, est devenue beaucoup plus large, y compris quand elle est devenue plus instruite, ce qui est le cas au XXe siècle, où il y avait ce mouvement de montée de l'instruction. Et c'est là où on voit qu'il y a une tension qui est née maintenant, et on ne peut pas l'oublier dans ce cadre-là. L'idée qu'il y a derrière tout ce projet-là, pour nous, c'est de dire, nous sommes non seulement en train d'équiper des bonnes intentions participatives, parce qu'après tout, c'est toujours bien de participer. Ben, non, c'est pas seulement ça. Nous sommes en train de réviser une convention scientifique à travers cette science citoyenne, une convention sur la façon de faire la science, si vous voulez, qui nous sortira de cette époque de la séparation et du détachement qui ont eu leur importance et qu'on ne peut pas ignorer, et qui, pour certains moments, à mon avis, doivent continuer, évidemment. Mais on est finalement face à ce qu'on pourrait appeler une forme d'épuisement de l'épopée du modernisme, où en réalité, les avantages de cette séparation-là finissent par produire trop d'externalités négatives, si on veut, et le fait qu'on retombe sur le fait qu'on a coupé les énoncés scientifiques de l'ensemble des contextes de production de ces énoncés d'une part et des contextes de validation de ces faits eux-mêmes que l'on construisait. C'est ce qu'on voit avec la crise écologique, qui en fin de compte est une crise épistémique aussi, c'est-à-dire une façon de penser les problèmes en les découpant et les important dans un laboratoire, alors que fondamentalement, on ne peut les penser qu'en étant non seulement systémique, mais même en étant à l'intérieur, ce qui est beaucoup plus compliqué en termes de posture scientifique. Donc nous sommes effectivement à l'intérieur de nos écosystèmes, et à partir de ce moment-là, la réflexivité qui nous est imposée est beaucoup plus compliquée. Et donc l'idée, c'est que cette science faite qu'on avait l'habitude de produire et de récupérer à la sortie du laboratoire et avec laquelle on éduquait le citoyen, eh bien, il ne suffit pas de dire tiens, on va rajouter un supplément d'âme citoyen à travers une forme de participation, d'éducation ou de tout ce que l'on veut, et qui serait effectivement, on va rassurer le citoyen un peu plus, quoi, bon, voilà, hein, et le rendre acceptable les énoncés, parce que souvent il y a quand même ça derrière. Hein, Alain racontait des histoires là-dessus, sur cette notion d'acceptabilité. Le problème, il est beaucoup plus important que ça, beaucoup plus sérieux. C'est en réalité, si on rentre dans la science en train de se faire et qu'on la met justement sur la scène avec les parties prenantes qui désormais sont élargies, eh bien nous allons rentrer non seulement dans le fait qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, mais il y a surtout beaucoup plus de points de vue et beaucoup plus de façons de considérer la discussion et l'examen et l'exploration des phénomènes, quels qu'ils soient. À partir de ce moment-là, on change, on a des régimes de vérité qui vont entrer en conflit, il y a des effets de connaissance beaucoup plus compliqués à analyser et des modalités de validation différentes, des temporalités, ça a été évoqué dans la discussion, où il y a effectivement des choses qu'on peut limiter à des moments d'expérience et en réalité, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les temporalités sociales en général. Donc si on prend en compte tout cela,
on va se retrouver dans l'obligation de construire de nouvelles conventions et qui, du coup, vont devoir s'inscrire, elles aussi, dans des dispositifs. Sinon, effectivement, on a des belles professions de foi, mais ça ne change pas grand-chose. Et les dispositifs, c'est quoi? Très concrètement, c'est une façon de définir les problèmes, qui sont bien entendu, du coup, on les découpe d'une certaine façon, on les cadre, comme on dit, et puis on a des concepts, des méthodes, des appareils, des financements, des appareils, c'est-à-dire matériels, des choses bien précises. Même dans le crowdsourcing, tout le monde a éventuellement son téléphone portable, c'est une appli spécifique du téléphone portable, etc. De la sélection, du financement, du personnel, des protocoles, des publications, des validations, des discussions, de la reconnaissance, etc. Donc il s'agit de traiter toute la chaîne. Et de ne pas se contenter de se dire, tiens, je fais comme la science comme d'habitude, et puis tiens, un petit peu de participants qui vont m'aider à ramasser plus de données, et puis au revoir, merci d'être venu. Bon, on peut faire ça, je veux dire, et puis ça produit aussi des choses pas inintéressantes, mais le problème, si on veut justement à la fois avoir une question éthique, une réflexion éthique là-dessus, sur est-ce qu'on n'est pas en train de faire finalement du gig work, comme on dit nous dans le numérique, c'est-à-dire on fait travailler beaucoup de gens gratuitement, ça serait un peu gênant quand même. Cela dit, nos collègues informaticiens font ça tous les jours quand ils font appel à Mechanical Turk de Amazon. Ça ne les dérange absolument pas de faire travailler des milliers de Bengalis, etc., pour faire des calculs en masse, etc., payer peanuts. Bon, c'est pas comme ça. Donc là, c'est pas seulement un problème des sciences naturelles, c'est un problème de toutes les sciences. Donc si on veut faire plus que ça, il faut s'intéresser à dire est-ce qu'on est capable actuellement de construire de nouvelles conventions et est-ce que réellement ça apporte quelque chose à l'ensemble de la façon de générer des connaissances qu'on a connues traditionnellement sur ce mode scientifique. Qu'est-ce que ça apporte exactement, etc. Donc ça veut dire qu'on a du coup un enjeu éthique qui ne va pas pouvoir se reposer sur ce qu'on avait comme convention établie auparavant. Donc on est obligé, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est obligé de réinventer non seulement des bonnes pratiques, comme on dit quelquefois, ce qui est loin d'être de l'éthique, mais de fait de se dire, on doit aussi penser, est-ce que réellement on est en train de se laisser affecter par le nouvel environnement coopératif que l'on crée. Et le terme clé pour moi c'est ça, c'est se laisser affecter. Est-ce que justement, quand on devient scientifique dans cette affaire-là, je suis chercheur, effectivement, oui, est-ce que je suis capable d'être affecté par les points de vue des collectifs, pour être très vague, avec qui je travaille quand je fais des sciences sociales, mais les collectifs d'abeilles si je fais des sciences naturelles, ou bien les molécules que j'ai dans mes éprouvettes, ou je sais pas quoi. Comment est-ce que je suis capable de me laisser affecter par cela aussi? Si je ne suis pas capable de me laisser affecter, ok, le problème, continuons, business as usual, comme tu disais, Alain, effectivement, on continue. Bon, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a un peu un tourloupe sur la dénomination, quoi. On a fait de la science participative à bas coût, quoi. Je veux dire, c'est pas... Alors qu'en réalité, il y a un enjeu historique, scientifique, vraiment très important, parce que, précisément, si on est dans une crise du type écologique, c'est aussi parce que les questions de connaissance ont été traitées sur un modèle scientifique qui a été incapable de percevoir l'ensemble des dimensions du problème face auquel on était, malgré la toute-puissance de la science et de la technique. Donc là, il tente aussi d'accepter de réviser tout cela. Alors, vous voyez, c'est un peu prétentieux tout ça, on se dit, voilà. Et donc maintenant, boum, on retombe sur très précisément ce qu'on va faire, nous, dans un projet comme les Cooperation Analytics, dans ce projet COESO, où effectivement, on est d'emblée, nous, dans des environnements interdisciplinaires, où la coopération va devenir un impératif et une ressource, la coopération, je veux dire, avec d'autres gens que des scientifiques, que la quantification devient un élément de condition de la réflexivité, c'est quelques principes que j'énonce comme ça, et que le pluralisme devient un impératif politique en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des modèles déjà préétablis et normatifs qui nous permettraient de savoir exactement quelle est la bonne science, comme on dit. Bon. Alors COESO, c'est ça, il y a une plateforme qu'on va construire. Alors pour certains qui disaient justement comment on organise, quelles sont les ressources que l'on a, la plateforme européenne qu'on crée va permettre par exemple d'avoir des mises en relation au niveau de la recherche de financement entre des citoyens, c'est-à-dire au sens très large, des organisations, des collectifs, tout ce qu'on veut, qui seraient demandeurs de sciences et des chercheurs, etc. Et qui vont obtenir des financements, qui vont se débrouiller à coopérer. Donc c'est une plateforme de matching, comme on dit. Hein. C'est pas le site de rencontre, mais presque. Bon. Et donc voilà, pour essayer de faire en sorte qu'on ajuste tout cela et qu'on offre finalement des chances, des occasions de coopération entre des gens qui ne se connaissent pas forcément a priori.
donc ce qui permettrait d'éviter éventuellement les biais de territoire seulement, même si effectivement j'ai bien compris la question qui a été posée tout à l'heure, c'est vrai que c'est une ressource essentielle de pouvoir être sur le même territoire, mais c'est pas toujours possible, je veux dire, suivant les types de problèmes. Alors dans ce projet-là, on avait 5 pilotes, 5 projets pilotes, c'est-à-dire qu'on monte la plateforme et on construit les indicateurs qui vont nous aider à penser tout ce qui s'y passe, mais on les teste sur des projets pilotes. Le premier, c'est un projet sur le tourisme à Lisbonne, qui est un problème, comme vous le savez, donc avec les citoyens, les habitants et des associations et des chercheurs qui essayent à la fois de traiter, de comprendre le problème et de trouver des solutions. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'on tord un petit peu la façon de traiter les questions. Ensuite, c'est les philosophes et les danseurs, donc c'est des citoyens, mais qui sont des artistes, qui se mettent ensemble. Ensuite, c'est les liens avec la mafia. Nous n'avons pas mis les mafieux dans les citoyens concernés. C'est un peu sectaire, je l'avoue, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Les stakeholders il y a quand même une limite dans l'ouverture de l'affaire, vous voyez. Et puis ils ont des modes de participation qui sont un petit peu pas tout à fait les nôtres. Bon, donc c'est l'évolution sociale en réalité des biens qui sont confisqués à la mafia. Donc là, c'est des journalistes qui travaillent avec des chercheurs. L'investigative reporting, c'est des gens qui collectent sur des grandes bases de données de flux de marchandises et de trafic de marchandises qui sont illégaux et donc qui arrivent à faire des choses. Donc il y a des journalistes, il y a des spécialistes de data science et des gens qui sont y compris liés à des firmes qui font l'analyse du trafic, etc. Donc, vous voyez que c'est des problèmes très complexes, quelquefois, mais avec des types très différents. Et puis, le dernier, c'est les migrant knowledge, c'est celui qui travaille, c'est ce que tu évoquais, Alain, sur une participation, c'est plus du crowdsourcing, un petit peu, là où il y a effectivement les migrants allemands aux États-Unis qui codent les lettres des gens qui ont migré, etc., et donc qui valident les reconnaissances optiques de lettres manuscrites, si vous voulez. Donc il y a tout un travail de ce type-là. Donc vous voyez que c'est des projets très différents. On en a 5 nouveaux depuis, et on travaille avec les nouveaux projets pour valider tout ce qu'on a construit comme hypothèse. Alors, pour reprendre sur la question éthique, comme j'ai vu que on dit le problème dans tous les sens, je me suis dit, je vais aller rechercher une slide, donc j'ai rajouté cette slide qui n'était pas prévue, mais pour dire ce que nous faisons et la façon dont on travaille sur l'éthique, elle repose effectivement sur l'idée qu'il y a quand même 3 façons d'aborder la question dans cette affaire. Il y a ce qu'on appelle le conséquentialisme, et qui suppose, et dans lesquels il y a de l'utilitarisme, qui pour moi n'est pas du tout éthique. Les calculs coût-avantage, bénéfice-risque, etc., c'est zéro éthique. Alors il n'y a pas du tout d'éthique là-dedans. C'est seulement des calculs d'optimisation économique, etc. Bon, et tout. Donc, mais il y a aussi d'autres conséquentialistes basés sur des principes d'égoïsme ou de bien commun, etc. Mais il y a aussi du non-conséquentialisme, c'est important, c'est-à-dire on n'anticipe pas les conséquences de nos propres actions. Ça aussi, c'est une discussion qui peut faire partie d'un modèle éthique qui consiste à dire, effectivement, nous avons des obligations. Alors, elle peut être déontologique, à la mode de Kant, évidemment, mais aussi fondée sur des approches par les droits, comme Locke et Kant, ou bien aussi sur la justice ou l'équité. C'est Rawls, un petit peu, qui reprend cela aussi, d'une certaine façon. Sans parler des commandements divins. Bon. Et donc, il y a effectivement un certain nombre d'obligations comme cela. Nous, c'est souvent ce qu'on appelle, nous, les valeurs, quoi, aussi. Bon, on met les valeurs, on a des valeurs, on a des principes, et puis voilà. On n'est pas, c'est pas en fonction des conséquences de nos actions que nous prenons nos décisions, c'est en fonction de nos valeurs. Bon, et les valeurs, il y a différentes façons de les sourcer, j'allais dire, ou de les fonder d'une certaine façon. Et puis la dernière, qui pour moi est vraiment l'éthique, en réalité, c'est celle qui, effectivement, qui est centrée sur les vertus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on trouve chez Aristote, mais aussi chez Confucius. C'est-à-dire c'est le fait qu'il n'y a pas réellement d'évaluation des conséquences ou d'intention ou d'obligation. C'est le fait que seulement on est capable de s'auto-contrôler. Donc on auto-contrôle ses pulsions, et c'est pour ça que ce n'est pas de la morale, puisqu'effectivement la morale c'est plutôt la conformité d'une façon ou d'une autre à une régulation des pulsions et des désirs que la société considère comme valables, si vous voulez, alors que là, il s'agit de s'auto-réguler à sa façon et d'être capable de s'interdire selon les situations. Et c'est pas quelque chose de complètement programmé, c'est en permanence une réflexion qui doit être refaite tout le temps. Donc on n'a pas vraiment de possibilité de dire qu'il y aurait une liste de prescriptions éthiques, ça n'existe pas. C'est plutôt un processus, une démarche constante de révision et de critique de sa propre posture et de sa liberté
vis-à- - de ses propres pulsions. Parce qu'on aurait tendance à vouloir avoir, je sais pas, je peux dire n'importe quoi, toujours plus de données, ou bien de vouloir publier avant les autres, ou je sais pas quoi. Eh ben, on peut être aussi capable de se réguler là-dessus. Bon, faut le faire maintenant, hein, faut avoir vraiment une éthique solide dans l'environnement scientifique dans lequel nous sommes, puisque les normes de la communauté scientifique, c'est vas-y, publie, et puis on verra bien après. Donc c'est au pirish. Donc vous voyez un petit peu ces principes-là. Donc c'est juste un rappel comme ça, mais ça va avoir une importance pour la suite, parce que justement notre façon de concevoir les indicateurs qu'on met en place est directement liée à ça. C'est-à-dire que c'est une activité réflexive constante, l'éthique. Une activité des acteurs concernés. Pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui fait... Il n'y a pas de conformité à quoi que ce soit. Donc c'est pas... Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas la conformité et les normes, c'est pas le problème. Mais de là, l'appeler éthique, c'est quand même un peu problématique de mon point de vue. Bon... Moi, j'en rajoute une couche parce que je rajoute l'idée qu'on pourrait tout calculer tout cela. Oh, quelle horreur. Bon, vous voyez, effectivement, on pourrait calculer. Donc, ça veut dire, pourquoi? Parce que j'en avais un peu marre, c'est vrai, j'ai fait des rapports à l'EPFL quand j'étais prof à l'EPFL. On a, tu te souviens bien, moi, effectivement, des rapports sur l'éthique, etc. Tout le monde n'en avait rien à faire. C'était un grand flop. Et donc, il fallait effectivement, de mon point de vue, il fallait effectivement sortir des professions de foi, des chartes éthiques, des bonnes pratiques, qui sont en général sans réel contrôle derrière, et qui sont dans tous les cas fondées sur une idée de conformité. Et donc, pour moi, l'éthique, effectivement, dans ce cadre-là, c'est plutôt la capacité d'autorégulation et non la conformité à la norme. Donc, les concepts ont de l'importance aussi. À partir du moment où on fait des comités qui vont nous lister les obligations, ok, on va contrôler. Je crois que quelqu'un l'a dit très bien tout à l'heure pour l'INRAE, là. Effectivement, c'est très clair. C'est-à-dire, c'est pas la même... La conformité, évidemment, si vous êtes hors la loi, c'est quand même un problème. Bon, donc, effectivement, il faut le vérifier. Mais c'est pas la même chose qu'une réflexion éthique. J'ai bien aimé la façon dont c'était posé, en disant on pose des questions. Oui, voilà, c'est justement se questionner, c'est un processus, et cette obligation-là, c'est notre capacité à nous auto-réguler et à apprécier, selon les situations, jusqu'où on peut aller, etc. Et donc, c'est pas garanti, ça se met pas dans des recettes forcément. Alors l'idée, c'est que le calcul, quand on le met dans cette affaire-là, il doit permettre quoi? Il doit permettre, d'une part, un feedback permanent, c'est-à-dire vous avez des indicateurs qui vous permettent de vous dire, tiens, vous en êtes là, dans cette évolution, sur votre façon de travailler, sur les objectifs, les modèles que vous vous êtes donnés, tiens, vous avez évolué comme ça, et c'est en permanent. Une objectivation, c'est-à-dire c'est pas seulement... on a fait une déclaration d'intention, et puis à la fin, il y a quelqu'un qui vous dit « Super, ça a été très très bien ce que vous avez fait ». Non, c'est vraiment une objectivation sur des indicateurs précis. C'est très compliqué, ça. Ça nous demande un travail énorme. Mais au moins, ça nous oblige à être précis et à arrêter de raconter des histoires, ou de nous raconter des histoires nous-mêmes, etc. Ça permet d'apaiser les passions, ce qui est un point important en politique. Je ne pense pas qu'on s'en débarrasse des passions, ça c'est pas vrai. Mais on peut les apaiser pour entrer dans ce qu'on appelle, en sciences sociales ou en sociologie en particulier, pour entrer dans un débat en justification, c'est-à-dire au niveau des principes. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut faire? Au nom de quoi on fait ça, etc. C'est ce que Boltanski et Thévenot appellent effectivement des grandeurs. Et puis enfin, c'est une obligation d'explicitation. C'est ça qui est intéressant dans le numérique et dans la quantification, c'est que ça nous oblige à expliciter. Pour que ce soit calculable, il faut que ce soit explicitable. Expliciter. C'est ce que disait Leibniz quand il disait calculemus. C'est pas seulement un impératif de il faut compter et puis avoir des maths partout, c'est pas le problème. C'est que pour pouvoir calculer, il faut s'entendre sur les valeurs, sur les critères, sur les catégories et sur la façon dont on va calculer. Donc, nous nous entendons sur une métrique et de ce fait-là, nous avons déjà engagé un processus politique. Et c'est politique et mathématique. Donc, c'est les deux à la fois. Et ça, c'est très très important. C'était d'ailleurs la vision pré-lumière, j'allais dire, de Leibniz, qui était un petit peu dans cette affaire-là. Donc, l'explicitation, elle est très importante parce qu'elle oblige du coup au débat politique tout autant qu'à la validation empirique. Et c'est ça qui m'intéresse dans cette orientation un peu bizarre de mettre le calcul dans cette affaire. Bon, c'est mon biais, de sciences des données dans lequel je baigne depuis des années. Mais il n'empêche que je pense que là, on tient quelque chose quand même, parce que justement, on va arriver à obliger à l'explicitation, obliger, j'allais dire, quasiment sans nous en rendre compte, d'une certaine façon. Alors sur la coopération, on a fait aussi tout un travail pour essayer de définir la coopération.
puisque précisément on considère qu'elle est utile dans les définitions qu'on donne. Elle encourage le partage d'informations, la négociation des significations, la construction d'une connaissance commune. Vous voyez qu'on est bien au cœur de ce qui veut dire quand on dit sciences participatives ou sciences citoyennes, c'est qu'effectivement il va falloir mettre ces univers sociaux-là, les mettre à dialoguer d'une certaine façon, et que c'est pas si évident que ça. Parce que la connaissance supposée partagée, parce que c'est ça la clé de l'affaire, c'est le mot supposé qui est important, c'est une condition de la coopération, mais elle est le résultat d'un processus et non pas un point de départ. C'est-à-dire que si on dit, bah, ok, on est tous d'accord, les citoyens, là tout le monde, les parties prenantes, on se met autour de la table, vous êtes d'accord pour dire ça, tac, 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 on partage les mêmes définitions, et puis on y va. 2 minutes après, on se rend compte qu'on ne partageait pas vraiment les mêmes définitions. On s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça. Parce que c'est un processus très long et les malentendus sont partout. C'est normal, c'est comme ça, et ça, on passe notre temps à faire ça, y compris à communiquer pour corriger les erreurs de communication, etc. Donc c'est comme ça. Bon. Donc si on part de l'idée qu'il faut avoir un modèle normatif au départ et qu'on se dit avec ça on est équipé pour la haute mer, on se trompe. Il faut en permanence être capable de le réviser et de revenir dessus. Et vous le savez bien dans tous les projets dans lesquels vous êtes, c'est que souvent des affaires de malentendus. Je dis ça parce que moi j'ai travaillé sur les questions de coopération dans la communauté qu'on appelle Computer Supported Cooperative Work dans les années 2000. Et on avait inventé même des systèmes comme ça où les gens disaient, on posait une question et puis on disait « ceci est une question ». Alors tac, il y avait un label, donc il fallait dire ce qu'on faisait. C'est basé sur une théorie des actes de langage complètement mal interprétée. Mais bon, du coup, on explicitait ce qu'on faisait et donc on pouvait tout calculer et puis vous aider à organiser le débat. Ça ne marche pas, on est engagé dans l'action et on le fait sans s'en rendre compte et on ne sait pas forcément toujours ce qu'on fait réellement, quoi. Donc c'est un processus d'apprentissage avec beaucoup de trous noirs ou de manques, disons, dans l'explicitation. Alors en théorie du jeu, certains ont évoqué le problème justement en disant c'est pas la même chose d'avoir des projets ou d'avoir des coopérations à long terme. Oui, en théorie des jeux, c'est des choses qu'on a démontrées aussi. C'est-à-dire, effectivement, vous pouvez réviser les attentes et les anticipations, sur les comportements des autres, mais si vous avez un coup, c'est pas du tout pareil que si vous en avez 50 ou que c'était limité, etc. Parce que là, vous apprenez, éventuellement. Donc, en gros, et pour terminer, le conflit, c'est une caractéristique naturelle de tout comportement collectif, dans les langues, dans les styles techniques, dans les normes. C'est la vie ordinaire, etc. Il faut partir de ce point de vue-là. C'est-à-dire partir des bonnes intentions ou des bonnes pratiques, ça ne mène nulle part, à peu près, quoi. Il faut admettre que de toute façon, ça sera conflictuel. Bon, alors allons-y. Et comment on traite ce conflit, comment on traite ces différences-là, comment on équipe et comment on aide des collectifs à résoudre cela. Mais non, ne partons pas d'un modèle qui n'existe nulle part. C'est pas, soyons un peu dans le réalisme de ce point de vue-là. C'est un peu ce que tu disais, Alain, aussi, sur les comment tu avais dit, tu es intervenu tout à l'heure sur ça en disant... Oui, c'est ça, voilà, exactement. Oui. Alors donc, du coup, la définition de la coopération, c'est effectivement notre définition provisoire, c'est effectivement un ensemble d'actions communicationnelles interdépendantes qui peut être équipé par des plateformes, en l'occurrence c'est notre objectif ici, pour soutenir un processus dialogique et avec un processus de révision pour produire du sens en vue d'un objectif commun. Donc la clé, c'est le mot révision dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il faut être capable de donner les moyens à une communauté d'avoir un collectif, quel qu'il soit, de repérer qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'il puisse réviser éventuellement et du coup avoir une réflexion éthique sur qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans notre groupe à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on veut développer des indicateurs qu'on appelle Cooperation Analytics? Si vous êtes familier de Google Analytics et tout ça, voilà, c'est un peu la même filiation. Et là, vous direz, quelle horreur, on va faire effectivement du Google dans cette affaire. Non, ce n'est pas du Google Ranking. C'est effectivement plutôt une technologie cognitive, certes, c'est-à-dire que ça équipe notre façon de penser, donc c'est bien plus que juste un outil comme ça. Ça cadre notre façon de penser, évidemment, mais qui vise à l'autocontrôle de la qualité de la coopération. Se donner les moyens de s'autocontrôler, en se disant mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de dériver par rapport à nos façons de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être en contradiction avec nos principes, etc. Donc c'est une façon de se rendre compte, là on est au niveau du projet, il y a des gens qui travaillent au niveau des institutions, je ne suis pas capable de travailler au niveau des institutions, donc c'est au niveau d'un projet par exemple, etc. Et donc ça donne matière à un processus réflexif et non à un classement. Alors ça, y compris, il a fallu quelquefois se battre contre des collègues qui disaient non, il suffit d'avoir un classement, vous nous dites que c'est une bonne coopération, puis tac, 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 on va cocher les cases, et puis on va être bon, et est-ce qu'on est meilleur que les autres?
merci, on n'a rien compris, ça n'a servi à rien, et au bout du compte, on fait de la conformité stupide qui ne rend compte de rien du tout et qui surtout ne vous oblige pas à réfléchir. Donc 0 classement, seulement des indicateurs qui vous disent voilà, vous êtes en train d'évoluer de cette façon-là, et à partir de là, vous allez pouvoir vous-même engager la réflexion. Et l'enjeu stratégique, comme je l'ai dit, c'est de produire une convention pour définir cette métrique de la science citoyenne qui va aider à démontrer sa valeur ajoutée. Parce que le problème, c'est que là, ensemble, on se dit, bah, quand même, c'est quand même mieux, hein, la science participative citoyenne. C'est bien, hein, c'est sympa, c'est politiquement correct, tout ça, etc. Eh ben, ça suffira pas. Ça suffira pas. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi dire qu'elle contribue, qu'elle apporte quelque chose et que sur le plan scientifique, elle tient la route. C'est la question de la robustesse de tout ce que l'on dit. Sinon, eh ben, ça va être vite fait d'être balayé comme une mode comme une autre, et puis d'un coup, on va se retrouver flingué comme un courant extrémiste. Bon, donc l'important, c'est ça, c'est d'être sûr qu'on contribue à faire bouger la façon de faire de la science, tout en étant meilleur quasiment que la science qu'on a connue avant. C'est-à-dire qu'on sera plus compliqué. Ça, c'est vrai, ça sera plus compliqué. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui doit aussi prendre en compte l'ensemble des exigences de robustesse des énoncés et de validation des énoncés qui existaient auparavant. Mais en plus, on assume la pertinence politique de tout cela. Et donc, de ce fait-là, on est capable de dire, ben oui, on est une science qui organise la participation pour faire en sorte qu'il y a une forme d'empowerment, comme on dit, de plus que seulement la communauté scientifique. Donc on est en train de faire en sorte qu'une communauté, une société apprenne en même temps que les scientifiques apprennent. Donc du coup, on développe un modèle pluraliste de la coopération. On a une transparence des protocoles qui font de la convention. Donc on est effectivement, c'est contre les boîtes noires. Donc les gens peuvent rentrer quand ils veulent jusqu'au bout de la façon dont c'est calculé. Évidemment, ça devient un peu compliqué, mais bon. Et puis, on a un feedback continu pour les praticiens, les parties prenantes, les scientifiques. Et le point important, c'est que c'est aussi une appropriation soutenable selon les conditions de chaque projet. C'est-à-dire que tous les projets ne vont pas utiliser ça de la même façon. Et bien, tant mieux, c'est leur façon de faire, etc. L'important, c'est que justement, on admet qu'il y a des mondes sociaux très différents. Quand on est dans la science participative, on sait qu'il va y avoir un frottement entre mondes et avec des référents culturels, des langues, des normes, des façons de faire très différentes. Et pourtant, il va falloir coopérer. Donc, assumons ça dès le départ et soyons capables d'aider à l'explicitation de tout cela et à améliorer, disons, les conditions de la coopération qui, encore une fois, peut être très différente. On peut avoir des modèles très différents de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on peut très bien considérer que, bah oui, il y a du crowdsourcing avec un certain type de division du travail. Bon, ben voilà, on admet ça. Bon. Par contre, il peut y en avoir d'autres où on veut avoir plus de participation à certains niveaux, etc. Donc, soyons aussi prêts à accepter cette diversité-là, voire même selon les moments de la recherche. Il y a des moments de la recherche où on dit... Là, c'est ouvert, et puis tout le monde doit participer. Et puis après, ben non, maintenant, c'est un truc de spécialiste. Paf, on passe à une étape où vous n'êtes un peu à part. Oui, pourquoi pas? Il n'y a pas d'a priori là-dessus, de modèle complètement établi dans ce temps-là. Alors l'important, c'est aussi que ça ne suggère pas, ça n'oblige pas à un temps de réflexivité trop important. Parce que vous voyez, quand on est... tout ce qu'on a pu dire auparavant, c'est effectivement, il y a dans la science participative, on est quand même obligé de se poser des questions sur ce que l'on fait. C'est-à-dire, mais... Qui est-ce que j'ai embarqué là-dedans? Qu'est-ce qui bénéficie à ça, etc. Mais le problème, c'est que souvent, on n'a pas trop de temps pour ça, ou on n'a pas envie, d'ailleurs. Mais donc, évidemment, on se retrouve ça peut finir par prendre beaucoup de temps, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de produire des indicateurs qui vont venir très facilement documenter les processus d'évolution de la coopération et qui vont, du coup, donner un tableau de bord visuel, simple d'accès, qui vont lancer des alertes, des choses qu'on a dans les analytics, vous savez, donc on est un peu familier de tout ça. Donc là, je vous donne une idée des pluralismes des types de coopération pour montrer qu'on a effectivement des versions plus institutionnelles des projets, d'autres qui sont orientés vers un but, d'autres qui sont plus prêts à l'adaptation et d'autres qui sont réellement révisables, qui construisent la révision comme un des principes même des projets. C'est pas le même type de coopération. Et ben, c'est pas un problème. Il y a différentes façons de le faire. On ne va pas normaliser ça non plus. Hein, on ne va pas vouloir faire entrer tout le monde dans le même moule, quoi. Alors, comment est-ce que ça se fait? Pour vous donner une idée, donc on a construit ce conceptual framework, de ce cadre conceptuel-là, on a fait une typologie des coopérations, on a construit des indicateurs, et puis on a construit le processus de collection des données, effectivement. Donc on a finalement 4 indicateurs agrégés, pour être le plus simple possible, mais qui sont divisés en 8 thèmes, et dedans il y a 29 sub-indicateurs.
Et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup d'autres, parce qu'on les a éliminés, parce que le problème, c'est d'être faisable. Pour être computable, pour être calculable, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Donc vous êtes obligé de tester ça. Et après, évidemment, il y a des choses auxquelles on passe à côté. On est dans de l'approximation, oui, mais l'intérêt, c'est de tester cela et de le rendre opérationnel. Les données sont issues soit des métadonnées sur le rythme de réunion, le nombre de gens, etc. Je vais vous expliquer un peu plus. Et puis aussi du matériel linguistique. Chose un peu particulière qui peut poser des problèmes parce qu'on va collecter tous les mails du projet, toutes les messageries du projet, tous les documents produits par le projet, etc. Et les minutes des réunions, etc. Et on va faire du travail d'analyse linguistique de tout cela. Alors on a un partenaire en data science, Presté, qui travaille avec nous, sinon on n'y arriverait pas. Donc voilà le tableau des indicateurs retenus, mais en réalité, il y en avait plus d'une cinquantaine, mais on était obligé d'en éliminer pour le rendre réellement opérationnel et de le simplifier avec 4 indicateurs agrégés. Je rentre dans les indicateurs agrégés pour juste vous donner une idée. Cette question de la diversité, elle a été évoquée souvent, hein, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on est capable, d'un point de vue éthique aussi, justement dans un projet, de respecter ou d'encourager la diversité des points de vue, des façons de parler, des références, etc. Donc on a de la diversité qu'on mesure, on est capable de la mesurer sur la diversité du langage écrit, la sophistication du langage, on a des scores de ce point de vue-là. Dans le réseau, sur les gens la diversité, est-ce qu'il y a une diversité de genre, une diversité de taille de réseau ou une diversité de type de parties prenantes. Et puis les résultats, certains l'ont évoqué en se disant oui, c'est pas forcément les mêmes résultats. Quand on est membre de la société civile, on n'a pas envie forcément de signer sur l'article de la revue française machin dont on n'a à peu près rien à faire. Bon, par contre, on veut produire des papiers dans un journal, ou produire des choses, ou un spectacle, ou une exposition, ou je sais pas quoi. Donc cette diversité-là, elle est là aussi. Hein. Quand on rentre dans la situation citoyenne, on est obligé d'accepter cette diversité des outputs plus clairement. Et puis les compétences, quelle est la diversité des compétences et des formations d'origine qu'il y a derrière. Il y a de la symétrie. Comment on mesure la symétrie? Et d'abord, on parle d'asymétrie dès le départ, c'est-à-dire qu'on dit il y aura forcément de la symétrie. Arrêtons de raconter qu'on va mettre tout le monde au même niveau, c'est faux, il y aura de la symétrie. Donc comment est-ce qu'on va être capable de la prendre en compte? Avec le fait qu'on a une production de connaissances qui va plus ou moins converger, on a la capacité de formaliser ça, quand elle est informelle ou quand elle est formelle. Le statut, comment est-ce qu'on est capable justement de prendre en compte la diversité des statuts, ou au contraire qu'elle va s'aggraver. Les résultats, est-ce qu'on est capable de les hybrider en termes de type de résultats. Et entre les disciplines, par exemple, est-ce qu'on est capable de voir dans la durée du projet comment à un moment ça évolue. Tout le monde se met à parler soudain comme les biologistes. Ah bah tiens, très bien, super. On dit, bah pas forcément, ça dépend ce que vous voulez dans le projet. Donc, mais on se dit, ça c'est bien, et puis après, on se rend compte, ah mais les activistes ont repris le dessus, alors on commence à parler tous comme les activistes. Ah bah c'est intéressant d'observer ça. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de langue, en termes de connaissances, en termes de concepts qui sont mobilisés? Ça fait partie de la vie du projet. Là encore, nous, on n'a rien à dire sur le fait que c'est bien ou mal, c'est pas le problème, mais c'est que quand on a ce feedback-là, le groupe, les participants, les parties prenantes peuvent se dire attendez, là, on avait dit qu'on faisait un projet multidisciplinaire, on se retrouve à tous parler uniquement une seule langue et tous les autres concepts ont disparu. Et c'est pas forcément ce qu'on voulait. Bon, si c'est pas ce que vous vouliez, vous en discutez. Vous rentrez dans une phase de révision sur la justification, et vous essayez d'expliquer pourquoi, etc. Il n'y a pas à mettre le blâme sur quelqu'un, c'est pas le problème, mais c'est de comprendre qu'on évolue, c'est normal, les projets évoluent comme cela, sans forcément qu'on s'en rende compte. La formalité, c'est le fait que justement, du point de vue scientifique, on a quand même une tradition de formalisme dans les énoncés, dans les résultats, dans la construction des publications ou des choses comme cela. Eh bien, on voit effectivement si ce formalisme-là, il est très important ou moins important. Peut-être qu'on a choisi de le rendre moins important, et bien tant mieux, c'est pas le problème. Et bien du coup, ça a des conséquences et on peut le mesurer là aussi. Même chose pour l'intensité, qui est effectivement un des critères importants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des normes très bien respectées, puis en réalité tout ça est très très mou, personne ne participe réellement. Et bon, ben voilà, on est là, et puis vous envoyez un mail, personne ne répond. Là, vous dites, bon, super coopération, ouais, bon. Puis par contre, vous voyez, tiens, il y a un mail qui est envoyé, puis à ce moment-là, oh, ça part, ça s'enflamme, etc. Il s'est passé quelque chose. Si le groupe peut avoir un feedback là-dessus,
c'est intéressant de se dire, bah, attendez, ça fait pendant 3 mois, il n'y a eu rien, et puis tout d'un coup, les gens se mettent à réagir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Peut-être que c'est intéressant ou que c'est pas intéressant, je ne sais rien, moi, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez l'indicateur, et ce n'est pas la faute de quelqu'un, donc pas de passion là-dessus, mais il y a l'indicateur qui dit que voilà, le groupe, il a évolué comme ça, le nombre de meetings, leur durée, le nombre de présents, etc. Ça, c'est des métadonnées qu'on peut récupérer assez facilement, quoi. Donc du coup, pour aller simplifier encore dans tout cela, effectivement, on donne des résultats sous forme. Alors là, c'est des vrais résultats sur un vrai pilote qu'on suit actuellement, qui est le pilote numéro 7, sur lequel on les suit tous, mais celui-là, on a des données là, dans les 2 derniers mois. C'est pour ça qu'il y a très peu de données en réalité. Mais on vérifie par exemple la diversité de son réseau à l'origine. Donc on a ça, on ne leur présente même pas. Ils ont juste le graphe, comment dire, en araignée là, la diversité des profils. Et il y a l'évolution du projet. Alors là, c'est ultra simpliste, puisqu'il n'y a que 2 mois, hein, puisque c'est tout récent, là, ce nouveau projet là, qui vient d'arriver. Et là, par exemple, on a un peu plus de données sur les rythmes de communication. Vous voyez, il y a les différents indicateurs sur le nombre de réunions, la participation, etc. Et donc, vous avez des outils visuels pour tout de suite capter le fait qu'il est en train de se passer quelque chose, où il y a des différences qui sont intéressantes. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose qui attire l'attention, pour qu'ensuite les gens rentrent dans le détail éventuellement et surtout commencent à réfléchir sur ce qui est en train d'arriver au projet. C'est ce principe cognitif, si vous voulez, progressif, qui ne fournit pas des données en vrac ou que les gens seraient incapables de traiter, quoi. Et il y a la même chose autrement. Donc pour terminer, c'est effectivement l'idée que là, la métrique que l'on met en place, elle doit être au service d'une éthique. Alors elle est une éthique au sens générique du terme, sur les projets eux-mêmes, dans lesquels on accepte un pluralisme des modes de coopération, dans lesquels il y a une diversité des participants, mais qui est valorisée. Et donc, il y a plusieurs types de diversité, donc il s'agit de la prendre en compte. Et puis, d'autre part, c'est celle qui va permettre d'engager les fondations pour une autre convention et une autre éthique scientifique engagée. C'est-à-dire qu'effectivement, la discussion que Alain avait introduite avec ce que vous avez fait à l'UNI, effectivement, c'est ça, c'est que le scientifique en question, quand il est dans la relation avec, par exemple, les citoyens de Lisbonne qui veulent régler pas le régler, mais traiter au moins le problème de l'invasion touristique qu'ils ont dans leur quartier, etc., eh ben, il va être obligé de s'engager à un moment. Hein. Il va falloir qu'ils disent quelles sont parmi les solutions. Il va être obligé de discuter, de rentrer en discussion avec la municipalité, avec les gens du quartier, avec tout ça. Il ne pourra pas juste rester sur son Aventin et dire « moi j'ai les données, débrouillez-vous », etc. Ça ne marche pas. Il est obligé d'être... Il est à l'intérieur, comme toutes les sciences que l'on pratique désormais. Nous sommes à l'intérieur. Ça, c'est un terme de Sloterdijk, le philosophe allemand, que j'aime beaucoup. Effectivement, nous sommes à l'intérieur. Point. Comment on fait de la science quand on est à l'intérieur, alors qu'on nous a appris tout le temps qu'il fallait justement être à l'extérieur et surplomber le monde? Eh ben non, ça ne marche plus, cette affaire-là. Donc vous voyez que là, on est aussi dans une situation compliquée pour cela. Et de notre côté, dans notre système à nous, eh bien, c'est une boîte noire qui en réalité est ouverte. Il y a de la réflexivité à volonté. Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas. Bon, un problème, hein, c'est comme vous voulez. Et puis les données, évidemment, sont anonymisées et ne sont pas publiques. C'est-à-dire que ça, on n'en fait pas un instrument pour juger les projets publiquement, pour dire, regardez, il y en a qui sont moins bons à la coopération. Ça, c'est pas le problème. C'est leur affaire, c'est seulement pour eux, et c'est eux-mêmes qui engagent leur réflexivité. Et ça, c'est notre éthique à nous, j'allais dire, de quantificateur du processus coopératif. Voilà un exemple que je voulais vous donner de ces façons de combiner des systèmes de quantification dans des situations de projets, je dis bien, pas pour le reste, hein, et de projets dans lesquels il y a vraiment ces conflits ou ces situations de diversité qui sont compliquées à gérer et sur lesquelles on peut avoir du coup un intérêt à mener à fournir des outils de réflexivité pour avoir des postures plus éthiques, être sûr qu'en permanence on engage cette réflexion-là, quoi. Et c'est pas seulement la conformité qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est la démarche de réflexivité qu'on enclenche et qu'on soutient avec ça. Si on y arrive, c'est pas gagné, parce que là, vous voyez, on vient de finir de développer le truc, on est en train de le tester, il n'est pas sûr que ça fonctionne, mais ça vous donne une idée aussi des horizons qu'on peut avoir en matière de données et en matière de réflexion sur la coopération, sur la science participative et la science citoyenne. Merci.